qu'on m'entend bien, ça va être important. Je me laisse Romain arriver. Et en attendant, je me présente brièvement. J'ai enseigné la philosophie comme professeur suppléant pendant 2 ans dans un établissement à Versailles. Et ça m'a pas mal amené, ça m'a pas mal questionné sur la question de la posture de l'élève dans ses apprentissages. Vous avez des élèves qui avaient beaucoup de mal à suivre le cours, certains d'entre eux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment à me poser cette question, qu'est-ce qui pourrait fonder du côté de l'élève l'apprentissage pour qu'il soit en sécurité dans son apprentissage, qu'il soit réellement maître de ses savoirs. Voilà, c'était un petit peu ma question de départ. Alors, ça aboutit à ce travail de recherche ici à l'ISFEC, l'apport de la perception sensorielle à la concentration et à la mémorisation dans les apprentissages. Je suis parti, puisque j'ai enseigné la philosophie, je suis parti, si vous voulez, eh bien, de l'approche philosophique d'Aristote, l'approche réaliste. Et je vais vous exposer mon travail de recherche autour de 3 questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la sensation, la perception sensorielle, ici à entendre dans son sens large, vraiment de sensation, de mobilisation de ces 5 sens, pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette sensation produise la concentration et favorise une bonne et juste mémorisation? Deuxième question, ça va être comment on va essayer de procéder pour pouvoir établir cet apport de la perception sensorielle par rapport à la concentration, à la mémorisation. Et puis enfin, à quel résultat a-t-on abouti avec l'expérimentation que j'ai pu mener? En dernier lieu, je dresserai un rapide bilan sur mon travail de recherche, et puis mentionnerai quelques enjeux. Pour ce qui regarde les éléments théoriques de ma recherche, comme je vous le disais, mon point de départ a été la philosophie d'Aristote. Pourquoi? Parce que dans la pensée réaliste d'Aristote, la sensation est un acte de connaissance à part entière qui donne à un sujet, à quelqu'un, un apprenant, de connaître un unique objet, et cela de façon infaillible et immédiate. Cet unique objet de connaissance, on va l'appeler dans la philosophie réaliste l'objet propre du sens. Par exemple, ça va être la lumière ou la couleur pour la vue, les sons pour l'ouïe, etc., etc. Alors, le lien avec la concentration, il vient du fait que la sensation donne un unique objet. Donc, si la sensation donne un unique objet, qui est l'objet propre du sens, à connaître à tout sujet, eh bien, on peut postuler que la sensation ait le pouvoir de focaliser l'attention du sujet sur cette sensation. La sensation qui est actuellement perçue par le sens. Donc c'est vraiment l'onde visuelle qui vient frapper la rétine de l'œil, c'est vraiment l'onde sonore qui vient frapper le tympan de l'oreille, etc. Et en plus, en le donnant cet objet propre à connaître de façon immédiate et infaillible, la sensation aurait le pouvoir donc de favoriser une bonne et juste mémorisation. Une bonne mémorisation parce qu'on peut mieux s'en imprégner, mieux s'imprégner de ce que l'on connaît par la sensation, et puis ensuite plus juste, puisque, a priori, la sensation donne à connaître les objets de façon infaillible. Alors, ce pouvoir, il est réel, mais nous allons avoir un problème. Le problème, c'est que la perception, vous savez peut-être déjà, ne se réduit pas à la seule sensation. Il y a ce qui vient par la sensation, mais il y a également au moment de la sensation tout ce qui s'y surrajoute et qui viennent se surajouter en quelque sorte par accident, puisque ça arrive avec la sensation, mais ça n'est pas donné par la sensation. Par exemple, vous avez les souvenirs, les images, les perceptions des autres sens, les interprétations, les jugements, tout ça qui peut arriver en même temps que je suis donné à toucher, à sentir, à voir, à goûter quelque chose. Vous n'avez qu'à penser, en guise d'exemple, à la madeleine de Proust. Proust croque dans une madeleine, et puis il y a tous ces souvenirs d'enfance qui reviennent à la mémoire. Donc il n'y a pas seulement la sensation de la madeleine qu'il est en train de manger actuellement. Alors, ces objets, on les appelle les objets par accident du sens. Ce n'est plus l'objet propre du sens, c'est tout ce qui arrive donc par accident, qui se surajoute aux données sensibles. Et ils vont nous poser problème par rapport à la concentration. C'est facile à comprendre, puisque, évidemment, ils vont fournir à notre intelligence d'autres objets de pensée. Et donc, du coup, on risque d'être déconcentré. Et puis, également, ils vont poser problème par rapport à la mémorisation, puisqu'ils risquent de fausser notre perception actuelle des choses.
Voilà, donc du coup j'ai dû prendre en considération ce problème des opaces, vous le verrez par rapport à la question de la concentration notamment. Ceci dit, il y a une solution, c'est ce qu'on appelle la réceptivité. En effet, il est possible pour un sujet de se mettre dans un état de réceptivité qui permette, si vous voulez, de gommer au maximum la survenance de ces objets par accident du sens. La réceptivité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'état d'apprentissage conscient, c'est-à-dire que l'élève, il sait ce qu'il fait. Et cet état, il peut être déclenché par le choix que nous pouvons faire de nous porter à une attention, à un objet de connaissance en particulier. Par exemple, si vous décrochez actuellement, vous pouvez faire le choix d'écouter ce que je suis en train de dire, et ainsi vous allez vous focaliser justement plus facilement sur mon discours. Voilà. Ça dépend d'un choix, mais une fois que ce choix est fait, eh bien, le pouvoir de la sensation pour produire la concentration et favoriser la mémorisation, il peut être à ce moment-là déclenché, peut être effectif. Je suis parti sur ces éléments pour développer mon expérimentation que je vous expose ci-après, mais je dois encore vous dire un mot sur la question de la verbalisation. Et ça, c'est plutôt, cette question de la verbalisation va intervenir pour ce qui regarde le lien que peut avoir la sensation avec la mémorisation. Pourquoi ai-je pris en considération cette question? Parce que, déjà souligné par Aristote, en fait, il est établi aujourd'hui par la recherche en neurosciences et en psychologie cognitive que le fait de verbaliser permet d'intégrer de façon consciente, on revient à la notion de conscience et de réceptivité, les données sensorielles, donc les données qui nous viennent par nos sens. Et je vous invite à vous référer, si vous voulez plus d'informations, aux travaux d'Elisabeth Nuitz, qui a en fait synthétisé la question et qui a effectué son travail de recherche à partir des travaux de Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France et qui investit donc sur tout ce qui regarde les neurosciences, l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. Et puis, un petit peu plus loin dans le temps, elle s'appuie également sur les travaux d'Antoine de la Garandrie. Alors, on peut retenir deux choses de cet exposé théorique. Pour récapituler, la sensation peut produire la concentration et favoriser la mémorisation si on est réceptif, et puis la mémorisation serait maximisée par la verbalisation. Alors mon but a été justement, pardon excusez-moi j'avais oublié de l'afficher, a été de vérifier tout ça au cours d'une expérimentation que j'ai menée avec des élèves. Donc, objectif principal, vérifier ce pouvoir de la sensation à l'égard de la concentration et de la mémorisation. Et puis un objectif plus secondaire, essayer de voir s'il y avait une différence entre le fait de verbaliser la sensation et le fait de ne pas verbaliser cette sensation. Pour atteindre cet objectif, voici en gros les paramètres de l'expérience. J'ai mobilisé le sens du toucher, parce qu'il permet d'être plus immédiatement en contact avec les objets de notre environnement. Donc ça me permettait de mener une expérimentation en étant plus, en éliminant les autres problèmes qui peuvent arriver avec les autres sens, puisque la vue, évidemment, on embrasse plus d'objets, etc., on peut être déconcentré plus facilement. Autre aspect, le candidat est masqué et casqué pour justement éviter l'interférence avec les autres données des sens, comme je viens de vous le dire, la vue et l'ouïe, notamment. Ensuite, pour juger plus précisément de ce que la sensation peut apporter à la mémorisation. L'expérimentation a consisté à mettre chaque candidat en contact avec des échantillons différents. Il y en avait 6. Ils sont différents parce que ces échantillons sont de textures différentes. Je leur ai en fait poser la main sur des surfaces de textures différentes, rugueuses, lisses, molles, etc. Et puis, quelques instants après, 3 à 4 minutes plus tard, je leur demande de restituer chacun de ces contacts. Ensuite, pour juger de ce que la sensation peut apporter à la concentration, j'ai prévu 2 modalités d'expérimentation. Certains candidats ont un contact court avec les échantillons, les autres ont un contact prolongé. Et le but, en fait, c'était de savoir dans quel cas les objets accidentels à la sensation allaient se manifester. En gros, est-ce qu'un contact prolongé fait apparaître, comment dire ça, favorise en fait l'apparition des objets accidentels à la sensation. Alors, j'ai donné quelques consignes aux candidats, bien sûr. La première consigne, c'était pour certains candidats d'être donnés seulement à sentir les échantillons, sans rien dire, sans chercher à deviner ce que c'est, ça n'avait aucune importance. Et puis les autres candidats avaient pour consigne de verbaliser, puisqu'encore une fois, ça faisait partie des objectifs de recherche. Je précise tout de suite
qu'à aucun moment, je n'ai donné au candidat la consigne de mémoriser. C'est-à-dire, lorsqu'ils devront faire la restitution de chacun des contacts, ils n'ont pas été au courant, si vous voulez. Ils sont en quelque sorte pris de court. En fait, pas du tout, puisque je pose cette question de la restitution des contacts au milieu de tout un tas d'autres questions. Donc pour eux, c'est une question parmi d'autres, puis ils essayent d'y répondre, et on voit bien ce que ça donne. Au total, je signale que nous avons 4 séries de candidats en tenant compte des modalités du temps de contact, temps de contact rapide, temps de contact prolongé, et en tenant compte du fait que dans chaque cas, j'essaie de voir s'il y a une différence entre le fait de verbaliser ou non la sensation. Mon échantillon, vous le verrez, s'est porté sur 40 candidats. Je me suis intéressé à la population on va dire des adolescents entre 15 et 19 ans. En fait, ça correspond au post-bac et au pré-bac. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de l'autonomie en fait, de l'élève qui est en jeu. Si vous voulez, je reviendrai dessus après si vous avez des questions là-dessus. Voyons maintenant les résultats de l'expérimentation. Je les donne d'abord par rapport à la mémorisation, puis ensuite par rapport à la concentration. Alors par rapport à la mémorisation, j'ai retenu 3 critères. Le nombre d'éléments, la précision de la restitution, et puis aussi les modalités de cette restitution. Par rapport au nombre d'échantillons restitués, on constate que 82,5% de mes candidats ont su restituer au moins 5 sur les 6 échantillons présentés. En sachant encore une fois qu'ils n'avaient fait aucun effort de mémorisation. Donc là, apport significatif, me semble-t-il, de l'implication de la sensation dans les apprentissages. Par rapport à la précision de la restitution, alors qu'est-ce que j'entends par précision de la restitution? C'est la capacité pour le candidat de placer correctement l'échantillon dont il se souvient dans la série qui lui a été présentée. Par exemple, le 2e échantillon c'était celui-ci, le 3e c'était celui-là, le 4e c'était celui-là, et sans erreur. On s'aperçoit à ce moment-là qu'on a 70% des candidats qui savent parfaitement bien situer l'échantillon dans la série qui lui a été présentée. S'il n'en a retenu que 4, il sait correctement placer ces 4 échantillons dans la série, à sa bonne place, un peu comme un mastermind si vous voulez. Pour ce qui est de la modalité de la restitution, j'ai cherché à savoir si cette restitution avait été effectuée avec aisance, hésitation, ou au contraire avec difficulté. Là encore, on a une bonne majorité de candidats, 62,5%, qui arrivent à effectuer cette restitution avec aisance, c'est-à-dire en maîtrisant cette restitution. Donc là, j'ai trouvé en fait ces résultats assez parlants, d'un point de vue général pour l'apport de la sensation à l'égard de la mémorisation. Si on cherche à savoir maintenant ce que la verbalisation a apporté ou non au fait de ne pas verbaliser la sensation au moment du test, je pense que vous pourrez vous apercevoir grosso modo, dans chaque tableau, les valeurs en bleu sont à peu près égales aux valeurs en orange. En bleu, vous avez lorsque le contact n'a pas été verbalisé, en orange, lorsque le contact a été verbalisé. Et là, on s'aperçoit que c'est une semblable proportion de candidats. C'est à peu près du 50-50, si vous voulez. Donc pas de différence particulière. J'ai émis une hypothèse, c'est que les candidats qui n'avaient pas reçu la consigne de verbaliser vocalement la sensation, l'aient néanmoins fait mentalement. Donc, je vous en dirai un mot après. Par rapport à la concentration, donc je l'ai dit, ce que j'allais prendre en compte, c'est la présence ou non de ces opaces, de ces objets par accident du sens. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils sont présents dans 65% des cas, et surtout si le temps de contact a été prolongé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la sensation est à même de produire la concentration sur une assez longue durée? On peut penser que oui, dans la mesure où il semble que ce soit déjà le cas pour un temps de contact court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réceptivité du sujet devrait être entraînée. En guise de conclusion, pour faire un rappel de tout ce que l'expérimentation a permis de mettre à jour, c'est que, a priori, au regard de la mémorisation, il n'y a pas de différence entre la sensation non verbalisée et la sensation verbalisée. Mais on retient une obligation positive de la sensation pour la mémorisation en particulier. Pour la concentration, encore une fois, on va peut-être insister sur le problème de la réceptivité, puisque là les résultats sont quand même beaucoup moins clairs. N'empêche que cette réceptivité, ça a été le cas chez quasiment tous mes sujets, a permis à mes candidats d'être donnés à l'expérience sans tension et d'avoir fait ces efforts, cet acte de mémorisation précisément sans effort. Vous voyez, ils n'ont pas cherché à mémoriser, ils ne le savaient pas et ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de restituer, alors qu'en fait, voilà, on ne leur avait pas donné la consigne.
Quelques enjeux, eh bien, mon objectif étant de travailler sur la question de la posture de l'élève pendant ses apprentissages, il s'avérerait que le fait d'être donné à ce qu'on fait par la sensation permet donc d'y être donné sans tension, donc avec moins de fatigue peut-être, moins de fatigue nerveuse, j'entends, moins de stress, moins d'anxiété après, puisque si on possède mieux les savoirs, on est plus capable, plus apte à les restituer correctement. Donc, aussi une meilleure autonomie. L'élève est vraiment maître et acteur de ses apprentissages en ce sens. Il est capable d'organiser son travail, etc. Et puis, j'ouvre une piste également pour tout ce qui regarde les troubles de l'attention en particulier, qui font partie des dysfonctionnements, enfin des problèmes que les apprenants peuvent rencontrer dans le cadre de leurs études ou de leurs apprentissages. Vous savez, les troubles de l'attention, je pense en particulier aux enfants hyperactifs. Voilà, il y a des travaux de recherche qui se mènent actuellement. Ça pourrait être une piste de solution, inclure la sensation. En soi, j'en ai terminé avec l'exposé de mon travail de recherche. Je veux juste dire un petit mot parce que j'ai pu continuer mes expérimentations. Par rapport à la question de la verbalisation mentale, en réalité, elle a été présente dans 100% des cas. Voilà, j'ai refait une série d'expérimentations avec des questions beaucoup plus précises, et là, c'est dans 100% des cas, la sensation est verbalisée. Il semble que ce soit carrément instinctif. Voilà, ce qui va dans le sens du reste des travaux qui sont développés actuellement par Stanislas Dehaene, Elisabeth Mitz, etc. La verbalisation est indispensable pour nous. Donc la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'envisager la question d'une sensation pure pour bien mémoriser, est-ce que cette question est pertinente, est-ce qu'elle se pose? À voir. Par rapport à la question des OPAS aussi, j'étais pas trop sûr de mes résultats, j'ai proposé des questions précises et il s'avère qu'ils sont présents eux-mêmes également dans 100% des cas. Donc la question va être la suivante, dans quelle mesure parasite-t-il la concentration? Parce qu'évidemment, comme je le dis tout à l'heure, ça propose différents objets de connaissance à notre attention, à notre intelligence, donc ça peut distraire. Et puis, dans quelle mesure affecte-t-il la mémorisation, puisque ce qui, du coup, est mémorisé, eh ben, est faux. Alors, je donne un petit exemple, une illustration. Parmi les échantillons, j'avais une mousse de fauteuil, vous voyez, qu'on met pour rembourrer les fauteuils. Et dans la plupart des cas, je crois que cette mousse, elle était d'un ton très très clair, genre blanc cassé. Et en fait, dans tous les cas, quand je posais la question, ça revenait souvent que les candidats imaginaient une éponge jaune. Et donc, eux, ce qu'ils avaient retenu, c'est que c'était le 5e échantillon, était une éponge jaune. C'est à quoi je leur disais pas du tout. Donc, il y a un problème ici, c'est que ces objets, par accident du sens, ils les ont aidés à se souvenir, mais en même temps, ils ont faussé leur perception. Donc, on va avoir une problématique qui se dégage, et j'en reste là-dessus. Voilà. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Moi, je vais en poser une d'abord. Comment fais-tu le lien entre donc, ton expérimentation, donc, où tu isoles finalement une sensation, avec une situation de classe? Alors, il est vrai que ma stratégie portait davantage sur l'apprenant lui-même, donc je n'ai pas forcément réfléchi à cette question encore. Il est évident que j'y pense, parce qu'en tant que professeur, ça va m'intéresser. L'idée donc était d'apporter des éléments pour l'élève lui-même, lui donner des outils dans son apprentissage. Maintenant, la question qui se pose, vu que tout est basé sur la réceptivité, c'est-à-dire le fait que l'étudiant ou l'apprenant ou l'élève choisisse son activité, on est bien d'accord qu'il va falloir motiver ce choix, parce que vous savez, c'est toujours le premier pas qui coûte. C'est pas facile de se donner à une activité d'emblée comme ça. Et je pense que notre travail en tant que professeur va peut-être intervenir à ce niveau-là, c'est-à-dire comment est-ce que je conçois mon cours pour que mes élèves y trouvent un certain plaisir, finalement une certaine satisfaction. Dans mes questions que je posais aux candidats, je leur demandais si le fait d'avoir été impliqué par la sensation dans ce qu'ils faisaient pendant le test les avait aidés à justement se sentir pris par le test. Et il se trouvait qu'au début pas trop, mais au fur et à mesure que l'expérimentation avançait, ils m'ont tous à peu près confirmé que oui, c'était le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait les amener à justement à sentir ce qu'ils font, pour qu'ils y trouvent du goût, parce que vous voyez, la sensation apporte avec elle une certaine satisfaction. Et on en parlait déjà tout à l'heure. Donc, ça pourrait être des pistes. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement de travailler en lien avec les futurs enseignants pour voir comment on peut le mettre en œuvre dans des disciplines.
encore un petit mot là-dessus, ça se fait déjà au primaire avec notamment la pédagogie Montessori dont vous avez certainement entendu parler. La question c'est est-ce qu'on peut transposer ça avec des élèves plus âgés, en sachant que vous savez qu'il y a plusieurs profils d'apprentissage. C'est Antoine de la Garandrie qui le met notamment en avant. Vous avez les profils visuels, les profils auditifs, les profils kinesthésiques. Donc, chaque élève doit essayer de savoir quel est son sens préféré. Et puis en fonction, évidemment, il va falloir mettre en place, en tant que professeur, soit des schémas, soit un discours approprié, soit même, pour les kinesthésiques, il va falloir toucher, il va falloir mobiliser justement ce sens-là, à voir comment ça peut se faire concrètement. Alors moi, ce que ça évoque, votre présentation, plusieurs choses par rapport à la sensation, en fait, quand on travaille sur la concentration et l'attention, ce que ça me renvoie, c'est qu'on peut, pour se concentrer, il faut être déjà centré. Et quand vous parlez de sens, c'est vraiment revenir au corps. Moi, c'est ce qui me semble pertinent. Oui, c'est ça. C'est revenir au corps, et donc les élèves n'ont pas appris avec ça. Et je pense qu'un simple exercice de respiration, par exemple, peut faire revenir au corps et donc d'être physiquement présent. Tout à fait, exactement. En fait, c'est toute l'idée. C'est pour ça que je travaille d'abord. Je prends le problème du côté de l'élève plutôt que du problème de l'enseignant, ça c'est vrai. Mais effectivement, le fait de sentir, je sais pas, le courant d'air frais qui passe dans les narines, déjà, ça permet de se donner une chose à faire, un objet d'attention, si vous voulez. Et alors ça, à voir si ça peut se mettre en pratique dans une classe. Ça renvoie à être en conscience, exactement. À être en présent. Et être présent, exactement. C'est ce que j'appelle en fait la réceptivité. Voilà. Moi c'est ce que j'appelle la disponibilité aux apprentissages. Alors voilà, exactement. En fait, de toute façon, peu importe comment on l'appelle, c'est exactement ce concept auquel je fais référence. Tout à fait. Ce que je voulais juste pointer, c'est que je pense que c'est relativement facile à mettre en place dans une classe, c'est-à-dire apprendre aux élèves à pointer quand ils décrochent au niveau attentionnel et les rendre autonomes, juste par un simple exercice de revenir à soi pour être présent. Et puis ce que vous dites aussi, ça renvoie à tout ce qui est motivation. Hein. Voilà. Donc, motivation intrinsèque, extrinsèque, donc il y a des choses à tirer. Mais c'est vrai que ça peut, si vous voulez, c'est très général évidemment comme approche, mais on peut le faire intervenir plus dans la gestion de classe. Mais après, ce qui se posait peut-être comme question, ou ce qui peut se poser comme question, c'est comment moi, en tant qu'effectivement professeur de telle matière, telle discipline, je peux mettre en œuvre des exercices, soit visuels, soit auditifs, soit tactiles, pour que justement ça corresponde à l'élève, si vous voulez, à sa, je ne trouve pas le mot actuellement, mais à sa complexion, on va dire. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être moins évident, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il y a peut-être des questions là-dessus, ou des gens qui auraient déjà actuellement des idées, en plus pour compléter les vôtres. Mais, Bon, ça m'inspire une question. L'appel au sens contribue-t-il à donner du sens au savoir? C'est un bon sujet, ça. Ça peut faire un très très bon sujet, effectivement. Je ne sais pas si vous me demandez de le traiter maintenant. Mais néanmoins, je peux en dire un mot. Si vous voulez, le sens apporte le matériau de la connaissance, à partir duquel l'intelligence va opérer son travail de conceptualisation, en fait son travail de compréhension. Et la compréhension, vous savez qu'aujourd'hui, on la désigne facilement par l'expression suivante, intuition du sens, c'est-à-dire la saisie de ce qu'est la chose que nous touchons, que nous sentons, que nous voyons. Voilà. L'apprentissage se terminera avec ce processus-là. Mais en même temps, il va passer à la fois dans son origine, mais à la fois aussi dans son fondement, par le sens. Voilà. C'est pas seulement une question de temps, mais c'est aussi une question d'exister, si vous voulez, être présent à l'acte d'apprentissage. Et ça, effectivement, le sens en serait le fondement, le support, en fait. Voilà. Donc, ça peut rejoindre, effectivement. Oui, pardon. Oui. Moi, j'enseigne en lycée. J'ai un élève dernièrement qui m'a demandé, après un travail en îlot de groupe, quand il a fallu travailler tout seul, il m'a demandé s'il pouvait écouter de la musique. Est-ce que son réflexe à lui serait justement de mieux se concentrer sur ce qu'il a à faire en étant dans le silence, je dirais, des autres, concentré sans forcément écouter sa musique? Et ma deuxième question, est-ce que quand je fais un récit, je suis prof d'histoire géo, il m'arrive donc de faire quelques discussions plus ou moins longues, est-ce que si les élèves avaient l'occasion de fermer les yeux ou d'avoir les yeux un petit peu obstrués, pourraient
mieux se concentrer sur ce que je dis et mieux mémoriser ce que je raconte. Je répondrai oui pour les deux questions, après avoir justement quel est l'impact réel et effectif. Dans le premier cas, ça va dépendre des gens, et c'est là encore une fois, c'est à l'élève de se connaître aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont isolés par la musique, puisque la musique va venir les couper des autres bruits extérieurs. Il y a des gens que ça ne dérange pas, vraiment ça fonctionne comme ça, donc pourquoi pas. Il y en a d'autres au contraire, ça va donner d'autres objets d'attention. Donc là je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais pourquoi pas. Et puis pour ce qui est de fermer les yeux et imaginer, là je pense que je peux renvoyer aussi aux travaux d'Elisabeth Nuitz, puisque c'est une part importante dans l'apprentissage que d'imaginer, que de mettre en image ce que l'on fait, ce que l'on sent, ce que l'on perçoit. Donc je répondrai oui aussi à cette question. Maintenant, pareil, l'élève en a-t-il les capacités de lui-même? Et c'est là où apparemment c'est pas égal. Surtout qu'il y en a qui ont plutôt des images auditives, d'autres des images visuelles. Le terme d'image ici n'étant pas forcément visuel. On va appeler image le résultat de différentes perceptions sensorielles. L'image du sucre, c'est pas seulement un parallélépipède blanc, granuleux, c'est aussi une saveur sucrée, c'est aussi bon. Et donc à ce moment-là, voilà, il faut que l'élève se connaisse, mais je pense que ça va être une fois. Oui. Très bien. Je voulais simplement revenir sur la question des profils d'apprentissage que vous avez cités tout à l'heure. Juste peut-être mettre un petit bémol sur le fait qu'aujourd'hui, les neurosciences montrent que ce sont, quand on parle de profils auditifs, visuels, kinesthésiques, plutôt des voies de préférence d'entrée de l'information, et qu'au contraire, notre travail serait justement de travailler les autres canaux non préférentiels chez les élèves, de façon à développer toutes les formes d'intelligence, en référence aux intelligences multiples, entre autres, et puis au fonctionnement du cerveau de façon plus générale. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec vous. Simplement, il faut un point de départ. Et donc, pour expérimenter cette histoire de concentration et mémorisation, je pense que c'est bien de passer déjà par la préférence de l'élève, pour qu'il se rende compte qu'après, ensuite, c'est possible avec les autres sens. C'était aussi peut-être tout l'intérêt d'étudier le sens du toucher, qui est plus ignoré dans l'apprentissage, parce qu'effectivement, on focalise beaucoup sur le visuel et l'auditif. Et le kinesthésique a tout aussi sa place que les deux autres préférences, entre guillemets. Donc je suis assez d'accord, il faudrait que ça aille dans ce sens-là pour, encore une fois, prendre l'élève dans sa globalité. Et on a 5 sens. Merci. Donc sans transition,